Bonjour à vous, fans de pop culture. Aujourd'hui, nous allons être face à une review bien particulière. Car si jusqu'ici, nous nous sommes intéressés à des films dits HS, Non, attends, les films ne sont pas canoniques. disons que maintenant, c'est fini. Le 8ème film One Piece va nous introduire un tout nouveau concept révolutionnaire qu'on n'a pour le moment jamais vu sur un PEDG. Le remake d'un arc entier de l'animé sous le format cinéma. Pas mal, non? Bon ok, embarquez avec nous dans cette période bien étrange des films One Piece, le temps du recyclage et des films plus ou moins récap, remake, on sait pas trop, c'est entre les deux. Générique. Je m'en vais de bon matin, livrer le bon rhum de Binks. Les vagues dansent et je chevauche les flots au gré du vent. Nous sommes en 2006. Et chez la Toei, on s'inquiète. La licence One Piece au cinéma commence doucement à de moins en moins rapporter, alors qu'à l'inverse, le manga et l'animé se portent toujours aussi bien. I'm just a little bit absolutely livid. Alors certes, les films font toujours du bénéf, mais disons qu'une pente descendante commence à se dessiner, et ça c'est jamais bon signe. Donc, comment inverser cette tendance? On a pourtant tout essayé! Sombre, léger, aucune de ces deux propositions ne semble convenir aux spectateurs de l'époque. Qu'est-ce qui reste? Les gens adorent toujours le manga et l'animé. Donc comment on pourrait transposer ça dans nos... Et si c'était ça qui bloquait? Pourquoi s'emmerder à créer de nouvelles histoires quand on a les saintes écritures sous la main? Après tout, réadapter des arcs d'animé en film, c'est pas non plus nouveau dans l'industrie de la japanimation. Depuis les prémices de la japanime, on a vu émerger cette pratique avec des films comme Attack No. 1 ou Ashita no Joe. On adapte en film des passages déjà vus dans l'animé, voire même issus directement de l'animé. C'est ce qu'on appelle les films récap. Sunrise avec Gundam par exemple, c'était le champion du genre. Et ils le sont toujours d'ailleurs. Ils avaient même expérimenté une nouvelle manière de faire des récaps, une sorte d'hybride remake-remaster où on anime à la truelle de nouvelles scènes au milieu de scènes remasterisées de la série originale. Et tant pis si les nouvelles et anciennes scènes se grillent direct et se mélangent très mal. Toi, te fous pas de ma gueule. Donc bon, remaster avec un remontage à la truelle de la série originale pour le faire entrer dans un film, ou remake complètement réanimé par le studio, disons qu'il y a le choix et que ça a été fait moult et moult fois. Mais ces temps-ci, on a plus tendance à faire des suites de nos séries avec un film de conclusion, comme Maison et Koku ou Urusei Yatsura à l'époque. Et aujourd'hui, Demon Slayer, Violet Evergarden, et récemment, la suite de Chainsaw Man a été adaptée en film. Puisqu'après tout, comme stratégie marketing, c'est plutôt malin. On a plus de moyens, on peut créer un événement autour, et c'est bien plus rentable même à l'international de nos jours. Mais bon, pour en revenir au projet de One Piece 8, la question se posait, quel arc pourrait ainsi être réadapté en film d'animation? Et en 2006, si on devait demander à un fan de l'époque de citer le meilleur arc sorti jusqu'à ce jour, c'est bien sûr Alabasta qui serait tout de suite cité. Arc final de la saga Baroque Works, qui s'est étendu sur environ 13 tomes et qui a été largement salué par le public. Il est souvent considéré comme l'un des meilleurs arcs de One Piece et même un des plus importants. C'est dans cet arc qu'on nous introduit au concept des poneglyphes, Robin, Ace et sa carte de vie, ainsi que les premières mentions de Barbe Noire. Et puis le choix semblait assez logique. L'arc Enies Lobby était encore en cours de diffusion pour l'animé et il serait suicidaire de tenter d'en faire un film, alors que sa partie manga n'est même pas tout à fait terminée. Le Devi Backfight était jugé trop léger par une partie des fans, et clairement la Toei ne voulait pas s'aventurer sur ce terrain-là. Skypiea aurait pu être une alternative intéressante, mais cette partie
divise encore les fans, et c'est un choix trop risqué pour le cinéma. Ce que je trouve personnellement assez dommage, car cet arc aurait pu parfaitement se réadapter en un film d'animation. Il nous reste donc quelques arcs d'intro de membres d'équipage comme Drum, dont on reparlera plus tard, ou encore Arlong Park, qui lui aussi aurait pu faire un bon film. Mais vous le savez, le choix final s'est finalement porté sur Alabasta. Plus épique, plus grandiose, plus d'action, plus de vilains charismatiques, bref, tout ce qu'il faut dans un arc One Piece de qualité selon les producteurs. De plus, ça tombe très bien puisqu'on a le seiyuu Kazui Yao sous la main, qui doublait de base Mr. Two, mais se retrouve être aussi le premier doubleur officiel de Franky. この状況で設計者の思いを汲んでやれる方法があるとすりゃ一つだ。何？全然聞こえない。 Donc bon, on a tout ce qu'il faut pour faire une adaptation cinéma de fou. Enfin, à un ou deux détails près, dont on reparlera plus tard. Pour la production, on voit le départ de Konosuke Uda, qui est uniquement disponible en tant que storyboarder, vu qu'il travaille en même temps sur l'animé Lovely Complex pour la Toei. Et pour le remplacer, Takahiro Imamura est sélectionné. C'est un membre du staff très fidèle chez Toei, ayant commencé sa carrière en tant qu'assistant réalisateur sur plusieurs films DBZ, Reign Monogatari, R et Digimon. Et il a même réalisé quelques moyens-métrages, dont le deuxième film dérivé Digimon en 2001 et Digimon Frontier en 2002, et il se retrouvera même bien vite à réaliser quelques OAV et épisodes d'animé, notamment sur Digimon, Dragon Ball GT et One Piece. Mais c'est en 2006 qu'il va clairement prendre du galon en adaptant au cinéma pour TMS Entertainment un arc culte du manga Hokuto no Ken. Pour la Toei, c'est le candidat parfait pour justement faire la même chose avec un arc culte de One Piece. Mais là-dessus, on va y revenir très vite. Pour la musique, vous l'avez deviné, Shiro Hamaguchi reste fidèle au poste, et pour le scénario, on fait appel à Hirohiko Uesaka, qui va avoir la lourde tâche de condenser l'énorme arc Alabasta en un film de 1h30. Bon, en vrai, on a comme l'impression que tout le monde est nouveau, et c'est bien de faire table rase du passé et de prendre que des nouvelles têtes. Et au final, le seul qui revient du dernier film, c'est Eisaku Inoue. Oh putain, c'est pas vrai. Et oui, faut croire qu'on juge le bonhomme efficace dans son travail, malgré ses tendances grivoises, et c'est donc avec joie qu'il va de nouveau faire partie de l'aventure. Bon, écoutez, on peut pas tout avoir, mais si les autres talents sur ce film peuvent aider à faire passer outre les designs dégueulasses de leur directeur d'animation, ben je dis pas non. Pour finir dans l'ending, cette fois on fait appel à Kawashima Ai, une très bonne chanteuse au demeurant qui a fait un très bon travail et me semble assez clean en tant que guest star, contrairement à la dernière fois. Niveau seiyuu, pas grand chose qui change par rapport au cast de la série originale, donc je vais pas trop m'embêter à vous présenter le cast japonais. Ouf, parce que ça me laisse l'occasion de vous parler un peu plus de la VF. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Bien que les films One Piece soient sortis au Japon dès le début des années 2000, ils n'ont été doublés en français qu'après la sortie au cinéma du 10e long métrage, One Piece Strong World en 2011. De ce fait, les voix que vous entendez dans nos vidéos sont celles de la 3e VF. Oui, j'ai bien dit 3e. Combien? La première VF est celle de AB Productions, avec des choix de doublage assez discutables. Comment ça, le roi des pirates? C'est un garçon qui est plutôt surprenant. Ton geste va te coûter la vie. Hein? Je croyais que vous aviez tous filé vos réfugiés au large. Et bravo, sans cette branche, je le vois beaucoup mieux. Je vais te rendre fou de terreur. Qu'est-ce que tu préfères, dis-moi, mourir avec fierté ou alors manger et survivre? Ah! Oh putain, je sais plus où je suis là, je suis trop raide. La Toei demandera en 2008 un redoublage complet de la série, et c'est le studio belge Shinkel qui reprendra la barre, sous la houlette de Julie Basquez. Oh le con! Qui fait quelques voix mineures dans la série, et Emmanuel Liénard, qui est la voix de Gold Roger au générique. Vous en avez après, mon trésor. Je vous le laisse si vous le voulez. Trouvez-le! Ce deuxième doublage va s'étendre jusqu'à l'arc Jaya, et à partir de là, c'est le studio français Lilo qui prend le relais, toujours avec Julie Basquez, mais Emmanuel Liénard se voit remplacé par Philippe Roulier, qui reprendra aussi symboliquement le rôle de Gold Roger au générique. Laissez-vous guider par vos rêves, hissez le pavillon de vos convictions. Vient ensuite une période de transition avec Skypiea, avec des membres des deux équipes. Eh ben, ce paysage est vraiment magnifique, on se croirait arrivé tout droit au paradis. Ça signifie donc que l'île flotte sur cette mer, mais je me demande si elle peut toujours rester au même endroit ou si le courant la fait se déplacer. Inutile de trop réfléchir, on verra bien.
Pour le moment, tout paraît incroyable ici. Mais c'est à partir du Davy Back Fight que les voix restent fixes, du moins jusqu'à la fin de Dressrosa. Mais ça, c'est pour une autre fois. Je vous fais tout ce tintouin pour vous prévenir que les voix de ce film diffèrent de la série animée. Et on entendra donc des voix de personnages comme on les entend lorsqu'ils reviennent durant l'arc Impel Down. En vrai, les remplacements passent assez bien et les deux versions peuvent se valoir. Moi, je ne suis qu'une pauvre gourde superficielle. Mr. Two n'est plus doublé par David Jopard. Hein? Quoi? J'entends pas ce que tu dis! Mais par Bruno Magne, pour mimer la VO, vu que lui et Franky sont doublés par le même seiyuu. Sois un homme et montre-toi, le fille au chapeau de paille. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? J'entends rien! Mr. One est remplacé ici par Antoine Tomé, et lui, basiquement, c'est comme Akio Otsuka, à chaque fois que je l'entends, je suis content. Je ne sais qu'une chose, le pouvoir scellé en toi est magnifique, magnifique. Il te rend infini, il te rend unique, il te rend absolu. Mais évidemment, si tu veux te battre, je suis ton homme. N'imagine pas à quel point je te hais. Messieurs, nous vivons un moment historique. Puis il fait de super chansons. Mais pour ça, un homme est trop petit, il lui faudrait avoir un autre sexe grand, comme le ciel. Manitas de l'Habitas, le petit prince du flamenco. Les deux seuls membres du casting sur lesquels je suis pas vraiment heureux, c'est Crocodile et Vivi. Un peu con vu que c'est les deux personnages principaux du film. Pour Crocodile, il n'est plus doublé par Thierry Janssen. C'est impossible! C'était mon monstre le plus puissant! La plus puissante technique du chevalier de la Vierge, le châtiment du ciel! Oui, en effet, ma mère vivait dans un tonneau et mon père dans une valise. Mais par Martial le Minou. Tu n'as résolu qu'une partie de l'énigme. Tu ne l'as pas compris, Descol. Cette vie est derrière moi. Je ne suis pas votre sauveur. Alors j'ai rien contre Martial le Minou, bien au contraire, c'est un excellent comédien de doublage qui a déjà fait bien ses preuves. Le seul souci que j'ai, c'est vraiment un problème de ton et même de direction. Je trouve la version de Thierry Janssen beaucoup plus menaçante et posée pour le personnage, et plus proche de la prestation du seiyuu original. D'ailleurs, c'est exactement pareil en ce qui te concerne, chapeau de paille. Tu aurais pu vivre un peu plus si tu avais mis de côté tes beaux sentiments. Là où Minou, vous le verrez, semble un peu plus en roue libre. Foutaise! Je vous pardonne tout. Sachez que je ne vous ai jamais fait confiance. Mais bon, là j'en suis au stade du pinaillage et en vrai ça va. Je trouve que Minou finit par améliorer son interprétation sur l'arc Impel Down et Marineford. J'ai décidé de m'évader de cette prison, mais j'aurais besoin d'un coup de main. Sophie Landrez, qui était la voix de Vivi dans la série, est reprise ici par Julie Basquez. Où est le problème? J'ai tant espéré qu'il n'y ait aucun mort. C'est ça que tu me reproches? Je ne peux rien mettre de plus en jeu que ma propre vie. Alors pourquoi tu ne dis pas ce que je dois mettre en jeu, hein? Je n'ai rien d'autre à sacrifier, rien de plus cher que ma stupide vie de princesse. Alors je suis pas fan de l'interprétation en comparaison avec sa précédente voix, mais bizarrement elle ne reprendra pas son rôle de Miss Doublefinger comme sur la première VF, vu qu'elle est ici interprétée par Pascal Chemin. Et j'aime bien Pascal Chemin. Elle m'a même dit que j'étais quelqu'un de bien, alors que je suis tout le contraire d'un être bon. Alors tu te lèves? C'est l'heure, je te dis, bouge de là! T'es qu'une grosse feignasse, tu vas être en retard à l'école, dépêche-toi! Crève, merdeux! Merde. Dommage, elle a juste 3 lignes dans tout le film. Chier! Alors, tu admets ta défaite? Bon, je sais ce que vous vous dites. Mais putain, faites-le taire! Pourquoi perdre autant de temps à parler autant de la VF de ce film? Bon, déjà parce que ça me semblait être le bon moment d'en parler, vu qu'on voit une vraie différence entre la VF du film et celle de la série animée. Et aussi parce que ça me permet de remplir une intro qui aurait été bien maigre vu combien y a rien à dire sur le processus créatif. Bref, après cette légère parenthèse, on va pouvoir un peu parler de la promo du film, qui comme d'habitude est faite de trailers, magazines, goodies, enfin toutes les merdes qu'on peut vendre. Mais on a aussi pas mal de guest stars payés pour la promo, comme l'idol Mari Yaguchi, qui chante le 12e opening de la série animée à ce moment-là. Ils ont aussi recruté un duo comique Manzai, les Nankai Candies, qui viendront même chauffer une salle pour une avant-première pour fêter dans le même temps le 10e anniversaire du manga. Mais il n'y a pas que! Nous avons aussi Atsui Tamura, un autre comique d'un duo Manzai, comme quoi il y en a beaucoup, qui a fait plusieurs émissions télé et radio, des petits rôles par-ci par-là, dans le NHK Taiga Drama de 2006 par exemple, et on peut aussi noter que son rôle le plus connu pour les pauvres weebs que nous sommes est dans la série animée Aishil 21, où il double Hiruma, le fou de la gâchette. Et encore une autre guest star, et c'est la dernière, je le promets.
Koei Munemoto, un compositeur pour des groupes de J-pop plutôt connus. Pourquoi il est là? J'en sais foutrement rien. Le seul lien que je vois, c'est qu'il a aidé à composer pour Hiroshi Kitadani, qui est le chanteur du premier opening de l'anime One Piece. C'était vraiment très intéressant. Le film recevra comme titre officiel One Piece, épisode d'Alabasta, les pirates et la princesse du désert. Un poil long. Pourquoi j'insiste sur le titre? Eh bien disons qu'on en reparlera pour le prochain film. Le film sort au final le 3 mars 2007. One Piece, épisode d'Alabasta, c'est parti. Le film commence par une scène de voltige entre Vivi et son serviteur. Non mais attends, et le moment chronologique alors? Alors quand on est con comme ça, y a qu'une chose à faire, c'est de fermer sa gueule. Et donc la jeune Vivi, pardon, une vieille dame qui se prend pour Vivi, se met à parler. Belle, je me demandais... Oui. Cette intro nous sert bien évidemment à nous attacher à Vivi et à son serviteur pour une bien bonne raison. Ça va faire pouf, c'est tout. Et ce dernier explique pourquoi il doit s'entraîner aussi dur. Car c'est pour protéger le royaume d'Alabasta. Et pour cela, il faut protéger uniquement la famille royale, et pas les bouseux de la populace. Si je veux protéger le royaume, je dois être suffisamment fort pour me battre. Oui, mais contre qui vous allez vous battre? Les pauvres! Oh, c'est compliqué. On est de nouveau sur le bateau des chapeaux de paille, où cette fameuse Vivi... excusez-moi, je regarde que les films. C'est qui, Vivi? Qu'est-ce que... Mais pas le temps de tergiverser. Luffy et Usopp pêchent un drôle d'oiseau. Littéralement. On a pêché un homme ballerine. Parlez pas du canard. Ainsi se présente à nous Bon Clé aka Mr. Two, qui va nous raconter sa terrible, longue et chiante backstory. Comment vous vous êtes retrouvé à l'eau? L'histoire serait très longue à raconter. Tant pis alors. Franchement, je vais m'arrêter là, ça résume déjà très bien ce que le film est. Mais tu sais que t'es mignonne à croquer, toi. T'es tout à fait mon genre. Oh mon dieu, quelle horreur. Ah, ça c'est pas cool, Vivi. Ok, il est bizarre, mais c'est un être humain que t'as devant toi. Pour les remercier de l'avoir repêché, Bon Clé leur fait une démonstration de son pouvoir. Il peut prendre l'apparence de n'importe qui après un simple contact physique. Et si vous vous posez la question, oui, même ça. Bien sûr, je suis fidèle de la tête aux pieds. Belle bite, hein. Notre nouvel ami se fait récupérer par son bateau, qui doit quand même bien se voir de loin, vu les couleurs. Et préparez-vous aux explications les plus expédiées et rapides qu'on puisse voir. C'est genre... violent. C'était lui, la dance powder. C'est une poudre qui permet de faire pleuvoir. Il y a longtemps que le gouvernement mondial en a interdit l'utilisation. Un énorme convoi de dance powder a été accepté sur Alubarna. La cité royale est un homme bien. Il n'est qu'un des rouages du piège tendu par Crocodile. C'est le héros du royaume. Il nous détruit tous. Elle est où, Robin? Du coup, après ce léger postulat, on a une petite intro sur le vilain de notre film, Crocodile, qui est vu à Alabasta comme le héros du peuple, vu qu'il arrête des pirates belliqueux. Assez, brave Manon. Je vous aime, monsieur Crocodile. Et le roi ne s'en méfie pas trop, c'est ok. Des rumeurs disent que l'armée rebelle prépare quelque chose. Comment comptez-vous gérer ça? Pas en les attaquant. Nous nous reverrons très bientôt. Bah oui, connard, t'es chez moi. Bref, nos amis arrivent à Alabasta en plein désert et font la rencontre de Toto. Enfin, ce qu'il en reste. Toto a été missionné personnellement par le roi pour fonder une superbe ville, et comme on peut le voir, c'est pas une franche réussite. En fait, la mission, je la vois plutôt comme ça. Agent spécial Goofy au rapport. Va mourir là-bas. D'accord. Non, en vrai, Toto, c'est un bon. Il garde espoir en sa mission royale et reste creusé en espérant y faire jaillir de l'eau. Mais c'est bien le seul, car d'un autre côté, Koza, le fils de Toto, est devenu le chef de l'armée révolutionnaire à cause des agissements de l'armée royale qui réprimande fortement la population. Et parfois, c'est genre vraiment chaud. Hein. Le roi a dit de mettre le feu à toute la ville. Calmez-vous, ne bougez pas. Où est-ce que tu as mal? Parle-moi, petit. Mais partout, connard. Bien sûr, tout ceci n'est que tromperie. Encore un coup de l'organisation de Crocodile, le Baroque Works. Vivi, en entendant toutes ces histoires, rassure Toto, en lui disant qu'elle ira parler avec Koza, parce que oui, c'est aussi un ami d'enfance de celle-ci. Bah ça tombe bien. Et forcément, elle saura le convaincre. Arrêtez. Ok, pardon. Toto leur confie une petite bouteille d'eau pour tout le voyage, une petite bouteille de 25 ml pour 250 km. Sur le chemin, Luffy a un éclair de génie. Il fait tarpéchon. Y a ça, mais il a une autre idée lumineuse. Comment ça, tu laisses tomber? Ouais, c'est vrai, rien à foutre de ce pays de merde en vrai. Alors c'est ça ton combat? Et je vais vous lire la version script du film. Et Vivi avança calmement vers Luffy et lui exprima son désaccord en lui chuchotant ceci. Nous sommes Clément, vous allez manger. Bon, après, Luffy et les femmes... KO, je t'ai mis. KO. Mais cependant, notre héros marque un point.
Parler aux révolutionnaires ne résoudra rien, et il faut que Vivi fasse confiance en ses amis pour défaire le nœud du problème, qui est Crocodile. C'est nos vies à tous que tu dois mettre en jeu. On est là pour t'aider. Donc, changement de plan, on se dirige chez notre vilain à dos de crabe, et vous sauriez d'où il vient si vous aviez suivi le manga et l'animé. Crocodile les retrouve à mi-chemin. À ta peau, Crocodile! Oh les cœurs, me voici. Pratique. Mais bon, heureusement, et je pensais pas le dire un jour, mais un faucon armé d'une double Gatling arrive pour leur sauver la mise. Bon bah maintenant ça va, on a le meilleur guerrier d'Alabasta avec nous, c'est gérable. Les méchants leur révèlent que l'armée rebelle se dirige vers le palais royal pour y foutre la merde, et ça met un petit coup de pression sur Vivi d'ailleurs. Et du coup, encore nouveau plan, en moins de 5 minutes ça devient dur à suivre, Luffy affronte Crocodile maintenant pendant que le reste de l'équipe se dirige vers la capitale pour empêcher la révolution. Sale bordel! Luffy, rappelle-toi de ton affrontement contre un Logia. Nana. Luffy se fait niquer et ma télé semble déconner. Putain, mais TV de merde! À ce stade, y a plus que 3 mots à dire! Papa ou pas papa, il va pas me faire chier. C'est pas parti pour changer. Ah, putain. Il se fait dégager comme un malpropre et Robin fait du foreshadowing dans le vent. Vous qui avez l'initiale D dans votre nom. Ça me sert à rien. Pendant ce temps, nos héros ont besoin d'aller plus vite. Vite, Nami, à poil et waouh! Je ne poserai pas la question de pourquoi un crabe ou un chameau sont attirés par une humaine, ça implique bien des choses auxquelles je ne veux plus penser. Le cheval, c'est trop génial! Ils arrivent à la capitale et via un excellent stratagème, les membres de l'équipage et le chameau font diversion pour attirer les membres puissants du Baroque Works. Maintenant, on peut vous révéler qui on est. Vous vous êtes bien fait avoir. Je crois qu'on s'est fait pigeonner. Comment le chameau il a pu... Tout ça pour que Vivi puisse intervenir... Comme ça. Rebelle! Écoutez-moi! Ouais! Mais patatras, un boulet de canon est lancé et Vivi ne peut plus se faire voir ou prévenir l'armée rebelle. Ça venait de derrière! Donc bon, la bataille commence malgré tout et Vivi change encore de plan en allant voir Shaka pour lui demander de détruire le palais. Mais dans tous les cas, j'exige que ce palais soit détruit! Parce que... Pas de palais. Pas de palais. Pendant ce temps, vu que le film s'est fait chier à accélérer toute l'intrigue pour arriver à ce moment précis, on aura sans doute le droit à des combats remaniés et bien chorégraphiés. Pourquoi la Toei nous aime pas? Ça sert à rien de rusher le scénario tout entier si c'est pour bâcler aussi les combats. Enfin bon, revenons à Vivi qui tombe sur Crocodile, Robin ainsi que le roi Cobra en piteux état. Majesté, il a osé! Notre vilain explique que son objectif n'est pas seulement le royaume, mais aussi une arme de destruction massive, Pluton. Je veux savoir où est Pluton. Mais ça, le Tchad roi Cobra ne laissera pas faire. Je vous hais tous au plus haut point. Vous et puis toute votre clique de terroristes. Donc si vous voulez vous adresser à moi, essayez plutôt de causer à mes burnes. Ça n'impressionne guère Crocodile, qui révèle qu'il a placé une bombe en ville qui explosera d'ici 15 minutes si Cobra ne lui dit pas où se trouvent les poneglyphes qui donnent la localisation de la fameuse arme antique. Et oui, 20 ans après, on sait toujours pas ce que c'est. Cobra accepte, Shaka et Koza protestent, Crocodile tranche net. Notre méchant semble gagner sur tous les tableaux, mais oh là là! Notre héros fait son entrée à dos d'aigle carburé au fioul du désert pour sauver la princesse. C'était moi une! Donc on a deux teams, les chapeaux de paille qui partent à la recherche de la bombe et Luffy qui suit Crocodile. Mais pendant que nos amis s'attellent à trouver la bombe, Robin dit à Crocodile que le poneglyphe qu'ils ont trouvé ne semble ne faire aucune mention de Pluton. Du coup, on est un gros vilain pas beau et on fait un licenciement un peu forcé envers son assistante. Et pour votre information,
Sachez que je ne vous ai jamais fait confiance. Oh non, trop méchant. Pour Crocodile, Robin ment forcément, et le roi active du coup un mécanisme qui fait s'effondrer le tombeau. Mais comme on le devine, essayer d'enterrer vivant un mec qui peut changer tout en sable, bah c'est très con. Je n'ai qu'à changer ces pierres en sable pour m'échapper. Par contre, un coup de pied bien mouillé, ça arrache. Donc bon, disons qu'on part sur cassage de gueule bien barbare, et concernant les chapeaux de paille, la bombe est bien localisée dans l'horloge de la ville, gardée par 2 agents du Baroque Works, Mr. Seven et Miss Feathersday. Mais même si Vivi arrive à temps pour éteindre la mèche, la bombe semble être sous minuteur, donc on est un peu niqué. Mais un noble sacrifice se présente. Ah non, ne fais pas ça. Pelle. Les ennemis de la famille royale! C'est tout! Mais malgré ce noble sacrifice, les combats ne s'arrêtent pas. Et malgré les cris de la princesse, rien ne peut étancher la soif de sang des combattants. Comme Luffy et Crocodile par exemple, ils en sont où eux? Il a une belle tête de vainqueur. Bon, Luffy bat Crocodile et l'envoie valser. Il sauve Cobra par la même occasion, ainsi que Robin, malgré son non-consentement. Sortons d'ici! Je n'ai plus de raison de continuer à vivre de toute façon. Repose-moi et laisse-moi tranquille! Oh, ta gueule. La pluie tombe enfin sur Alabasta, ce qui fait arrêter tous les combats. Tout le monde est heureux, tout le monde est en vie. Même Pell à se demander si cette guerre a vraiment eu des conséquences. C'est la fête et une fois guéris, les chapeaux de paille reprennent la route avant l'arrivée de la marine. Sans Vivi qui doit assumer son rôle de princesse. Cette cérémonie du passage à l'âge adulte aurait déjà dû avoir lieu pour vos 14 ans. Âge adulte à 14 ans? Ouais. Je sais pas si on a vraiment bien fait de sauver ce royaume en fait. On a enfin des adieux déchirants a priori entre Vivi et ses nouveaux amis, mais jurés dans le manga et l'animé, on en chiale. Ces marques sont le symbole de notre amitié. Par contre, une scène rajoutée de Robin plutôt touchante qui ramène au passé du personnage. Va parcourir le monde, Robin. Va à la rencontre des amis qui t'attendent quelque part sur les océans. Ah, j'ai envie de crever! Et ainsi, on finit ce film remake recap. Voilà! Ah, Dieu que ce fut dur. Et croyez-moi, je suis à moitié dépité après visionnage. Parce que c'était tellement... sans intérêt. Je vais encore passer pour un gros relou, surtout pour celui-ci, mais c'est nécessaire pour vous faire comprendre mon point de vue sur ce film et la démarche qu'il y a eu derrière. Mais bon, voyons le bon côté des choses, ce film et le suivant vont me permettre de vous parler du cas bien spécifique des films récap remake, qu'on a pour le moment très peu vus sur la chaîne, et on va aborder ça sans plus tarder. Alors, où est-ce que les missiles sont localisés? Tout près. Où ça? On va directement aborder l'éléphant dans la pièce. Le concept même de ce long métrage est pour moi une preuve de paresse et de cynisme de la part du studio. Alors je sais bien que jusqu'à maintenant je n'ai pas souvent été tendre face aux films originaux de la licence, un potentiel gâché. C'est de la chiasse. Ça va être une grosse merde. C'est comme tabasser un tétraplégique, peu intéressant. Et encore je reste poli. Mais au moins je pouvais avoir des attentes modérées et prendre les films comme ils sont, des petites aventures annexes sans grande importance. Mais là, la production a décidé de partir sur un concept soi-disant prometteur. La réadaptation au cinéma du meilleur arc de One Piece. Dit comme ça, c'est grandiose et alléchant, et aussi pour les têtes pensantes bien plus facile sur le papier. Ils ont déjà l'histoire et les personnages, manque plus qu'à juste et franchement, adapter une histoire existante, c'est plus facile qu'en écrire une nouvelle. Vous êtes le roi des cons, non? Oui, c'est moi. J'en étais sûr. Dans l'idée, ça donne envie, mais dès qu'on met les mains dans le cambouis, on se retrouve face à une énorme impasse qui me paraît évidente. L'arc Alabasta, créativement parlant, c'était le pire choix possible pour une adaptation en long métrage. Et ce pour plein de raisons. D'abord, c'est un souci général que j'ai déjà relevé dans notre vidéo sur l'adaptation ciné de l'Attaque des Titans. Vidéo réuploadée toute propre d'ailleurs, je vous la conseille, on en est plutôt fiers. Dans cette vidéo, on le disait, une série ne joue absolument pas sur les mêmes codes narratifs que ceux d'un film. L'un est créé et pensé de manière épisodique, avec un contenu pouvant s'étendre sur plusieurs dizaines d'heures, et l'autre est une histoire contenue sur 2 heures en moyenne. Bien sûr, c'est pas des règles absolues, des mini-séries de la durée d'un film, ça existe, et des films
films qui s'étendent à plus de 5 heures aussi, mais ces deux formats ne peuvent pas être retranscrits de but en blanc sans faire un travail d'adaptation poussé. Faire des changements, couper des intrigues, voire limite tout refaire pour que le tout paraisse cohérent et fluide. Là on fait un vrai travail d'adaptation, là on peut espérer que le film soit bon. Et là, inutile de dire que le scénariste s'est chié dessus. L'arc en lui-même est à peine retouché et c'est du coup un joyeux bordel en termes de rythme et de cohérence. L'arc Alabasta, c'est pas une histoire isolée qui pourrait se contenir sur même 2 heures. C'est la conclusion d'une saga qui s'inscrit dans une continuité qui s'étend sur 117 chapitres, 12 tomes et 69 épisodes de l'animé. Alabasta, c'est le résultat d'un build-up énorme qui termine plusieurs intrigues qui se sont répandues sur plusieurs arcs. Donc j'ai envie de dire, bien sûr qu'ils allaient se louper. Alors oui, ils ont essayé de sauver les meubles en enlevant des éléments superflus, comme la présence de Ace qui ne sert pas vraiment l'intrigue, Smoker, Tashigi et les marines qui ont aussi été supprimés, et je peux le comprendre, ils servent surtout de point de vue intéressant sur le sens de la justice et expliquent un peu la non-intervention de la marine sur les affaires de Crocodile. Vous allez transmettre un message de ma part aux vieux débris du gouvernement. Dites-leur qu'ils aillent se faire foutre. Oui, c'est dommageable pour l'histoire qui devient moins riche et subtile, mais c'est justifié. Petite sotte, si ça te traumatise au point de chialer, un conseil, deviens plus forte. Pareil, l'intrigue dans le casino de Crocodile, ok, c'était pas nécessaire à intégrer et on peut tout raccourcir sur un affrontement dans le désert. Mais là déjà, vous le sentez bien, on est plus en train de faire du damage control sur les choses à enlever que des choix d'adaptation forts pour créer la meilleure œuvre possible. On retire juste plein d'éléments qui nous arrangent pas pour tout rentrer dans un film de 1h30, ce qui n'est pas sain comme approche créative pour une adaptation. Certes, il faut enlever des éléments, mais il faut aussi bien les remplacer, sinon ton film ressemble à un zapping de la série animée. Mon autre souci, c'est qu'Alabasta n'avait franchement pas besoin d'une réadaptation. L'arc en animé restait convenable et assez récente pour l'époque. C'était assez bien rythmé et les combats étaient soignés, donc en soi, la plus-value de cette nouvelle adaptation est proche de 0. En voyant ce film, c'est comme si quelqu'un était venu me voir pour me dire « Eh, franchement, c'est pas mieux une version plus courte et moche de votre arc préféré au cinéma ?» Non. Quand on veut faire une adaptation qui soit canon en manga, soit on fait le choix d'adapter ce qui n'a pas été fait en animé, comme le fait récemment Demon Slayer, Chainsaw Man ou Jujutsu Kaisen, soit on réadapte un arc qu'on sait excellent sur le papier, mais pour lequel ses précédentes adaptations ne lui ont pas tout à fait honneur, ou sont dépassées, comme Hokuto no Ken par exemple. Juste au hasard. C'est pour vous dire combien conceptuellement ce film était condamné dès le départ à être une merde. Son intérêt était 100% mercantile et sans réflexion. Et franchement, pour l'analyse, je pourrais facilement m'arrêter là. Mais vous commencez à me connaître, on va vite fait passer en revue le fond et la forme pour développer ce qui ne va pas. Voyons ensemble en profondeur tout ce qu'il rate en rushant ainsi son adaptation. Bon, alors maintenant tu vas m'écouter. Moi, les autres, j'en ai rien à cirer. C'est ça le secret, ne rien en avoir à foutre des problèmes des autres. Tout ce qui compte, c'est ce que toi tu veux, ce que tu mérites, ce qui te ferait plaisir à toi. Bon, comme je l'ai dit à la base, pour que cette adaptation soit réussie, malgré de grosses coupes ou changements, il faut réussir à faire passer le message de son adaptation, ou en tout cas, une partie. Donc pour être d'accord sur cette partie, il faut se demander qu'est-ce que raconte l'arc Alabasta. Cette partie de l'histoire de One Piece a ça de particulier qu'il est en quelque sorte le premier gros arc du manga, et le prototype de plusieurs autres arcs qui viendront plus tard. Arlong Park et Drum étaient en quelque sorte les mini-brouillons de cette construction narrative qu'on reverra très souvent sur One Piece. Petite parenthèse, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ces arcs ont la même construction narrative, mais ne racontent absolument pas la même chose. Par exemple, l'arc Skypiea et Dressrosa se base sur cette structure, mais les thèmes abordés, les événements, les personnages ne sont absolument pas les mêmes. Et pareil, tous les arcs de One Piece ne reprennent pas cette structure. Impel Down, Sabaody, Egghead, Marineford, Water 7 sont des exemples assez criants. Fin de la parenthèse. En tant que premier arc longuement construit et réfléchi, il s'attaque forcément à des thèmes centraux de l'œuvre, et ils sont multiples, et certains sont assez génériques sur pas mal d'histoires du manga, comme l'importance de l'amitié et de la confiance, les sacrifices personnels pour le bien commun, la lutte contre la corruption, les faux-semblants, etc. Mais pour moi, ce qui définit principalement Alabasta, c'est l'idéalisme de Vivi qui doit affronter le cynisme de Crocodile. Vivi, c'est la princesse à la boussole morale toujours juste. Elle veut prendre soin de son peuple, se sacrifie pour lui, et elle voit le pouvoir comme une responsabilité et non un privilège.
piège, tout le contraire de Crocodile, qui est un vrai pirate sans vergogne qui cherche à s'accaparer le pouvoir pour ses ambitions personnelles. Il manipule le peuple en se faisant passer pour un sauveur, il instigue des attentats et incidents qui font croître des tensions internes pour mener à une guerre civile, et il utilise la dance powder pour jouer avec l'espoir des gens. Crocodile utilise la bonne morale du roi Cobra et de Vivi à son avantage. Il les met face à des choix cornéliens qui les obligeraient à mettre leur intégrité et bonté à la poubelle pour quelques instants s'ils veulent arrêter la guerre. Et il sait, ce petit fils de pute sait qu'ils en sont incapables, ce qui les rend prévisibles et facilement manipulables. Et ça par exemple, c'est un des aspects les plus intéressants de cet arc. Mais maintenant voyons comment cela est traité par le film, et disons-le, c'est assez survolé. Ils ont eu beau garder quelques scènes, par exemple celle où Vivi et Luffy ont une dispute sur la marche à suivre, avec Vivi qui porte encore naïvement l'espoir de sauver tout le monde et joue précisément le jeu de Crocodile, et à côté Luffy qui veut prendre tous les risques et s'attaquer à la source du problème. En soi, l'idée derrière la scène reste là, mais d'un autre côté, on voit pas du tout le build-up déclencheur de cette scène, ce qui la rend bien moins impactante, voire même, incompréhensible. Crocodile, qui est un manipulateur de génie sur la série ultra intéressant, dans le film on voit juste un méchant puissant et classique qui a soif de pouvoir. Il est limite cartoon en plus. La guerre civile qui est quasiment immédiate dans le film, alors que la série nous montre combien le pays est fracturé et l'importance même de la pluie qui est symbole d'espoir, on en est limite à se demander pourquoi on a encore intégré la dance powder tellement ça sert à rien. Et je ne parle même pas des intrigues impliquant les chapeaux de paille. Là c'est plus survolé, c'est hors de la stratosphère. Sanji qui démontre ses talents de manipulateur en devenant Mr. Prince. Non, j'en ai pas honte. Nami qui s'engage dans son premier vrai combat, Usopp et Chopper qui se donnent à fond pour affronter des adversaires plus puissants qu'eux, le film n'a pas le temps. Il ne prend jamais son temps. On est embarqué dans une course effrénée où on comprend qu'à moitié ce qu'on regarde. On évoque des scènes qui étaient émotionnelles dans le manga ou l'animé, mais on ne ressent absolument rien, vu qu'on a retiré tout ce qui en faisait son sel. Et encore, on va me dire qu'ils se sont amusés à rajouter une ou deux scènes, comme celle de Vivi et son servant en intro pour qu'on ressente un petit quelque chose quand il fait semblant de se sacrifier, ou cette scène montrant Robin voulant intégrer l'équipage en se rappelant de son passé et des mots de Zoro, scène qui n'a d'ailleurs pour moi pas de sens en dehors du clin d'œil gras et naze, car Robin aura cet état d'esprit bien plus tard dans l'histoire. Là, à ce moment, elle intègre l'équipage plus par intérêt que par élan d'amitié et de confiance sincère. C'est surtout parce que Luffy lui a sauvé la vie sans son accord. Vous l'aurez compris, tout est rapetissé, moindre et sans saveur, comme si on voulait me resservir un plat 4 étoiles en retirant plusieurs ingrédients et à peine réchauffé au micro-ondes. Parce que oui, là on parle du goût, mais la forme du plat, elle est pas mieux. Je suis bien la nièce de Farouk, mais il n'est plus roi d'Égypte. Il a été exilé il y a 3 ans par cet infâme Nasser. Qu'il meure dans d'affreuses souffrances, ce chien! Vous êtes bien grossière pour une femme dont le tonton est pharaon. Les pharaons régnaient il y a 4000 ans. Je le sais ça, hein. On pourrait se dire que le film n'est pas là pour retranscrire fidèlement l'arc Alabasta. De toute façon, il en serait bien incapable. Mais peut-être que son aspect visuel est ce qui a été le plus travaillé pour faire juste une compilation bête et méchante des meilleurs moments de l'arc. Ce qui donnerait au moins un petit intérêt pour revoir des moments cultes retravaillés visuellement et mieux animés. Et au final, ben... c'est de la merde. Le film est avant tout un remake et non un remaster. Un remaster aurait repris les scènes de l'animé et les aurait retravaillées, redimensionnées du 4/3 au 16/9 et l'adapté à un format haute définition, comme cela a été fait récemment par la Toei avec le remaster de l'arc des Hommes Poissons. Oui, je sais que des nouvelles scènes d'animation ont été faites pour l'occasion, faites pas genre de pas avoir compris. Mais ici on est sur une toute nouvelle plastique. Tout est plus beau, il est laid, tout est plus neuf, il est hideux, et autant dire que j'aurais peut-être préféré un remaster de la version animée. Hideux! Vu que bon, à défaut de ne pas avoir beaucoup de temps, il aurait été peut-être plus sage de garder une bonne partie du boulot qui a déjà été faite. Mais ça doit être encore une idée des producteurs qui voulaient avoir l'argument marketing du remake, qui ranime un arc très aimé par les fans, sachant que le public japonais, on l'a vu des fois, ça les dérange absolument pas d'aller voir des films récap qui reprennent juste des scènes de l'animé montées différemment, mais bon,
bon, ils ont voulu être honnêtes sur la marchandise, je peux pas trop leur en vouloir. Mais du coup, le résultat au niveau qualité est très proche de celle de l'animé, et c'est pas un compliment. Tout ce que j'ai dit dans la dernière vidéo sur l'animation du 7ème film, je pourrais le reprendre et l'appliquer aussi ici. D'abord les chara-design, encore une fois, je déteste. Eisaku Inoue sur One Piece, c'est un mariage qui ne me plaît pas en termes de design, surtout pour les persos féminins. C'était déjà le cas dans le 7ème, mais dans celui-ci, ils se sont dépassés. Parce que là, on a carrément des visages qui ne sont vraiment pas beaux. Et ils n'ont pas non plus retiré leurs mains du slip, parce que niveau passage graveleux, on est toujours là. Comment ça, pas mal les bzaises? Et les passages déjà volontairement sensuels dans le manga, t'inquiète pas, on les a bien gardés, car essentiels pour cette adaptation. Ça c'était gratuit. Et là, je vais devoir poser les choses. Dans PEDG, il y a quelque chose qu'on n'a jamais fait, c'est de comparer sur un pied d'égalité l'animé et les films sur leur qualité visuelle et leur animation respective. Et on l'a pas fait pour la simple et bonne raison qu'un film et une série animée n'ont généralement pas les mêmes moyens, les mêmes plannings de production, les mêmes budgets ou le même nombre de participants. Venir faire un comparatif entre un épisode de 20 minutes qui doit sortir toutes les semaines dans un format qui dure depuis plusieurs années, produit en flux tendu face à un film qui se produit en plusieurs mois avec un budget plus conséquent et un planning plus large, c'est comme comparer un lapin avec un tyrannosaure, il y a des critères, il peut y avoir match, mais généralement ça finit comme ça. Et ça vaut aussi pour les comparaisons inter-studio et production avec plusieurs années d'écart, ce dont certains ne se privent pas pour alimenter leur argumentaire du « c'était mieux avant », sujet qu'on abordera peut-être un jour. Tout ça pour dire que pour One Piece, on n'a jamais fait de comparatif visuel entre les films et la série, pour de très bonnes raisons, mais pour ce cas précis, c'est important de le faire, pour voir combien tout a été rushé, et que même face à une adaptation en série animée médiocre, le film finit à terre. Parce que oui, soyons sérieux, à l'époque, la série animée avait toutes les tares d'un animé fleuve des années 2000. Le pacing était très lent, l'animation inégale et le sound design dégueulasse, et inchangé depuis 20 ans, ce qui avait d'ailleurs fait scandale récemment. Donc bon, faire un film visuellement plus abouti que l'animé, ça ne me semblait pas forcément compliqué. Mais pourtant, c'est simple, tout semble avoir été fait pour cacher la misère et la pauvreté visuelle du film. Plusieurs scènes sont juste laides ou ne semblent pas finies, et vraiment, je sens aucune plus-value dans la mise en scène. Et pour mieux vous illustrer ça, laissez-moi vous parler de l'usage des harmonicelles. Ce sont des plans sur celluloïd illustrés en aquarelle pour rendre un plan immédiatement impactant avec le style visuel d'un tableau peint. C'est une technique qui a souvent été utilisée depuis les années 80 et démocratisée par le réalisateur Osamu Dezaki. C'était souvent utilisé sur des fins d'épisodes pour marquer un moment important de l'intrigue et donner envie de voir la suite. Mais Son Goku a décidé d'aller au-delà de ses limites pour libérer la Terre. I want it now! À l'époque de la sortie de One Piece 8, c'est un procédé qui n'est plus trop utilisé, vu que ça fait presque 10 ans que toutes les productions animées sont passées au numérique. C'est donc avec surprise que le film use de cette technique, comme une sorte d'hommage aux vieux animés d'antan. Un clin d'œil sympathique sur une pratique qui a aussi été utilisée par le studio sur ses vieilles productions. Et sur le papier, c'est fort appréciable et permet même de mettre de manière un peu rétro des événements ou des détails. Toi, tu sais, tu vas morfler. Ça illustre un peu tous les problèmes du film, des idées mais une exécution lamentable. On va prendre comme exemple le premier combat entre Luffy et Crocodile. Combat que Luffy perd lourdement puisqu'il n'arrive pas à toucher le corsaire et au moment de se faire achever, le bras mouillé de notre héros agrippe Crocodile. Le plan ruine le rythme de la scène, c'est trop long pour ce que ça montre et intervient un peu de nulle part. Il y a même pas d'accompagnement sonore avant ou après pour le sublimer. Là, on a presque l'impression d'avoir posé son cul sur la télécommande et d'avoir mis pause sur le film. Dans la série animée, la réalisation est plus maligne car déjà elle intervient après un des cliffhangers les plus brutals que j'ai pu voir dans One Piece. Pour qui est-ce que tu me prends? J'en ai connu des centaines. Oui, surtout sur Grand Line. Du coup, sur le début de l'épisode suivant, on ressent une grande concentration et tension pour le sort de Luffy. Est-il en vie? Comment va-t-il survivre? Et à côté, le move de Luffy devient limite un détail à repérer. On change de plan assez souvent, on alterne entre la réaction de surprise de Crocodile et celle de Luffy qui agonise. Le plan dure moins longtemps, mais le montage fait passer l'information de manière plus subtile. Ceux pris par l'émotion admirent le mini-réveil de Luffy, et ceux qui sont sur les détails vont s'apercevoir que Crocodile est devenu solide au contact du bras plein d'eau
niveau de Luffy. Donc, animé 1, film 0. Les harmonicelles du film ne servent pas à poser un moment dramatique ou nous laisser apprécier un moment de tension ou de grandiose. Non, ça semble être là pour faire du fanservice pathétique et pour temporiser. Plus loin dans le film, on a le même souci. Lors du deuxième round entre Luffy et Crocodile, on a d'abord Crocodile qui attaque, Luffy esquive, puis riposte, et là, boum, harmonicelle sur le crochet brisé du méchant. C'est un peu naze, ça fait pas pause épique ou arrêt sur image classe, ça fait moment de pause impromptu au milieu d'une scène d'action. La faute à quoi? Du mixage son, du rythme de la séquence, et l'animation reprend directement après cette harmonicelle, comme si de rien n'était. Ce qui donne forcément une impression de pause impromptue, surtout si ce plan n'est pas accompagné d'autres effets qui mettent en valeur l'harmonicelle. Mais c'est symptomatique et assez amusant de voir que le film essaye de mettre en place une technique d'animation qui sert à poser des moments alors que lui-même n'a pas le temps de poser quoi que ce soit. Un autre exemple pour vous montrer qu'on peut faire des harmonicelles bien utilisées en milieu de séquence, je vais parler d'une scène culte de DBZ. Dans le cul, dans le cul. Dans l'épisode 237 de la série animée, Vegeta fait un sacrifice ultime contre le méchant de l'arc Majin Buu. Avant ce fameux sacrifice, on a un gros plan sur ce dernier qui pense à toutes les personnes qui lui sont chères, sa famille et Goku. Un petit temps figé en pleine action pour prendre le temps de comprendre ce que le personnage ressent dans ses derniers instants. La séquence est ponctuée d'un harmonicelle sur le visage de Vegeta, satisfait et prêt à faire l'ultime sacrifice. Contre-champ sur Boubou, oui je le dis comme ça, et Vegeta lance son ultime attaque. Juste parfait. Tout était là. La musique dramatique qui se fige sur une note sur l'harmonicelle, la beauté du dessin, l'iconisation du personnage, tout est là pour apprécier ce moment au maximum et laisser l'émotion nous transporter. Bulma, Trunk, adieu Son Goku. Tout ça rend la scène impactante, et c'est un usage d'harmonicelle fort et beau. A contrario, le film One Piece n'a aucun plan d'harmonicelle qui effleure ce niveau. Ils sabotent eux-mêmes leurs séquences, et le pire dans tout ça, c'est qu'une partie de ces plans sont facilement corrigeables. Allez, un dernier exemple pour achever ça, le coup final de Luffy. Dans le film, s'il y a une scène où l'animation dépote et où la réal est plutôt bien travaillée, c'est sur ces dernières scènes. On commence sur la grande place, Vivi supplie que tout s'arrête, on enchaîne sur Nami qui supplie ses amis de l'aider, et on revient sur le combat final. La musique à ce moment-là est bien adaptée, puisqu'à chaque changement de plan, un autre instrument de musique prend le relais, et ainsi l'OST accompagne au mieux le montage et les différents points de vue de personnages. Au passage, big up à la VO pour les performances de chacun dans cette scène. S'ensuit alors un enchaînement de coups pour mener au coup final et un petit bonus avec Luffy qui sauve Robin. L'animation est imparfaite mais dynamique, le mixage son et la musique sont très bonnes et les plans s'enchaînent de manière fluide. Le film m'a presque eu sur un bref instant. Et pourtant... notre chieur et qu'on le compare à l'animé, on n'a certes pas la scène de Vivi avant pour accentuer le drame, mais à la place, on a un flash sur les premières impressions de Crocodile sur Luffy tout au long de l'arc, ce qui sert aussi à rappeler ce qu'on a vécu depuis Whiskey Peak. L'échange de coups est moins vif, l'animation est plus limitée aussi, la scène est plus longue de 5 minutes contre 3 dans le film, mais la musique, oh mes aïeux, on pose un silence avant l'échange de coups pour créer de l'anticipation, on prend le temps et quand l'action arrive, on raccorde la musique avec les coups, elles épousent la scène et on finit sur Vivi qui malgré la victoire voit ses cris étouffés par la foule jusqu'au moment où l'eau tombe du ciel et encore un silence laissant juste le bruit de la pluie qui tombe et les cris des deux armées qui se dissipent. La guerre est finie et c'est Vivi qui le confirme. À côté, le film a une musique et un montage un peu niais qui fait venir l'eau comme si Vivi l'avait invoqué par magie, en mode ça y est, c'est fini, la princesse est revenue avec la pluie, comme quoi les miracles, ça vient en package. Et c'est pas pour rien qu'en audiovisuel, le son reste super important pour rythmer une scène, et ça prévaut même au visuel. Ça peut paraître con ce que je vous raconte, et je donne peut-être l'impression de me prendre la tête pour rien, mais tous ces efforts, même si vous n'y connaissez rien en montage ou en mise en scène, inconsciemment vous l'avez assimilé. C'est pas pour rien qu'on apprécie plus des films d'un réalisateur en particulier plutôt qu'un autre. C'est pas parce qu'il arrive à mieux retranscrire un bon scénario à l'écran, c'est surtout comment il le met en valeur avec sa sensibilité artistique. Je veux dire, j'ai pris 10 personnes de mon entourage, 10 personnes étrangères à One Piece et aux animés en général, 10 personnes d'âge et de sensibilité artistique
scénaristiques différentes, et je leur ai montré dans un ordre aléatoire la scène de l'animé et la scène du film. Puis je leur ai juste demandé une chose, quelle est la scène qui t'a le plus marqué? Et c'est systématiquement l'animé qui ressortait. Et pour moi, il n'y a pas plus gros signe d'échec que de se dire que la version qui a eu le moins de temps et d'argent est celle qui s'en est le mieux sortie. Y a pas de quoi. Et pour un remake, ça la fout super mal. On a peut-être une scène qui sort du lot avec le sacrifice de Pell, qui bénéficie d'un impact au moins aussi efficace que dans l'animé, parce que le film a mis une séquence au début du film entre lui et Vivi. Je suis le faucon. Mon devoir est de chasser les ennemis de la famille royale. Mais vraiment pour le reste, visuellement on passe pas un bon moment. Comme quoi le travail sur l'audio peut faire une énorme différence. Et en parlant de ça, faut qu'on parle des musiques. Pour la musique, on va passer vite fait dessus, car c'est aussi un échec et on en est sur le même problème que... le film 5, comme quoi on réunit vraiment le meilleur des deux mondes. Normalement, après avoir fini chaque film One Piece, je prenais l'habitude d'écouter l'OST pour sortir quelques pépites hors de leur contexte. À part sur le film 5, j'avais toujours un ou deux thèmes qui me restaient en tête. Mais ici, même en écoutant l'OST, rien, et même une impression étrange. Dans les faits, je trouve pas les musiques mauvaises, après tout, Tanaka Koe, c'est pas un branque. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer un truc chelou. Je sais pas vous, mais cette musique... elle me dit un poil quelque chose, non? L'autre jour, par hasard, j'ai vu qu'il y avait plein d'Eternal Pause sur le bateau. Vous devez avoir l'un de ceux-là. Bizarre, mais c'est sans doute un cas isolé, hein? Ils auraient quand même pas osé mettre que 4 morceaux originaux et rembourrer tout le reste artificiellement avec... Quand ses parents se sont fait tuer, l'assassin, un pirate, s'est ensuite servi d'elle. Pas vrai? Allons bon, qu'est-ce qu'il fabrique cette fois? Oh, les saltimbanques! Bon, plus sérieusement, j'ai pas vraiment de soucis avec le recyclage de musique de film dans une saga. Ça se fait souvent, One Piece n'a rien inventé de ce côté-là. Je suis quand même un des 3 grands généraux des ténèbres. Tu vas me le payer. Tu me feras un prix. En plus, on l'a vu, ces OST de films sont eux-mêmes réutilisés dans la série animée, et parfois ça matche bien mieux sur certains contextes. Mais là, on est quand même sur un tout autre niveau. La majorité de l'OST est recyclée en mode bas les couilles. Ça confirme encore mon impression d'un film qui a été fait à la va-vite et sans soin. Et encore, si dans les morceaux originaux, il y avait une OST de ouf composée pour l'occasion, je pourrais à moitié pardonner. Une OST bien triste et cheap, au demeurant, qui va avec le film en soi. D'ailleurs, en parlant de trucs cheap, on a vite fait évoquer le mixage son et les bruitages parce que là pareil, on l'a vu, ça a été fait par-dessus la jambe. Parce que j'ai pas encore évoqué l'impact des coups pendant les combats qui sont juste... ridicule. Le bruitage choisi pour l'envol de Pell dont je me suis déjà moqué, mais encore une fois, qu'est-ce qui s'est putain de passé? Donc bon voilà, c'est raté, tout est loupé pour moi, mais qui sait, le public est peut-être tombé dans le panneau et allé voir cette merde en masse, qui sait? Camarades, sommes-nous revenus au temps des pharaons? On vous exploite, on vous crève à la tâche, et franchement, voilà. Bon, soyons honnêtes, ce film est un projet purement mercantile, son seul but est de miser sur du fanservice pour attirer, les fans du coup, et ça serait le comble de ne pas répondre aux attentes des fans quoi. 900 millions de yens, soit à peine autant que le dernier film. Justice!
Pour moi, perso, c'est déjà beaucoup trop, mais pas assez pour la Toei, il va sans dire. Le film reste certes rentable, hein, et toujours un peu plus que pas mal de films Bleach. Connard. Et ça ne va pas mettre la Toei à la rue, rassurez-vous. Pris à part, le film peut être vu comme un petit succès. Cependant, le plaçant comme un film de la licence, il confirme juste la chute des productions cinéma de One Piece. Ouais, c'est clair. T'es ridicule. On pourrait encore tenter de justifier l'échec relatif de ce film par une concurrence trop rude contre les mastodontes du médium, une mauvaise promo ou un environnement pas adéquat pour la sortie d'un film d'animation One Piece. Sauf que non, je dirais même tout l'inverse. Car oui, si on s'intéresse à la concurrence de l'époque, tout le monde semble être sur une bonne dynamique, surtout en 2007. On a Pokémon 10, l'ascension de Darkrai avec ses 5,5 milliards de yens, soit un score bien supérieur à son film précédent. Naruto Shippuden et son premier film dérivé qui viennent battre sans problème les scores des derniers films One Piece et ses propres prédécesseurs. Et même Bleach fait son meilleur résultat avec le pire film de leur quadrilogie. Donc en image, One Piece se fait bolos au cinéma par toute la concurrence. Et même Doraemon, qui sort sur le même créneau que One Piece, l'enverra bouler. Aïe! Donc en vrai, les films d'animation dérivés de franchise se portent très bien, encore plus quand on sait que Miyazaki n'a rien sorti cette année-là. En 2007, le champ est libre pour faire du bif, et tout le monde fait de la moula, sauf One Piece. Le manga papier marche toujours aussi bien, mais à côté, l'adaptation animée fait du surplace, et ce depuis 3 ans, pour cause, les fillers intempestifs de l'arc Enies Lobby. J'en ai rien à foutre. 3 fois de suite que la licence ne parvient pas à sortir des chiffres ok au cinéma. On est bien loin des résultats des premiers films, qui étaient que des moyens métrages. Et du côté de la direction artistique, ça doit sérieusement commencer à mettre le doute sur la direction à prendre, encore. Alors, la prochaine fois que vous marcherez sur une plage, que vous utiliserez un sablier ou que vous construirez un château de sable, pensez à ce que nous serions sans le sable. Le sable! Le sable! Le sable! Bien, c'était le film sur le sable. Pour conclure, j'aimerais poser un peu de contexte. Je sais que sur ces vidéos, je peux paraître injuste envers les équipes créatives. J'ai un ton très moqueur et je peux donner l'impression de dénigrer le travail de certains. Oui, je te regarde, Eisaku Inoue. Mais je sais aussi qu'individuellement, ils sont tous très talentueux. Le réalisateur Takahiro Imamura, par exemple, a fait du travail respectable en tant que réalisateur. Et il l'a déjà prouvé sur Digimon et Hokuto no Ken. On a aussi Hidenori Arai qui s'est occupé du bruitage et des effets sonores. Il s'en est aussi occupé sur le 6e film, et c'était très bien. Ou encore le monteur Masahiro Goto, qui n'a pas non plus besoin de prouver son talent. Il avait déjà 20 ans de carrière à ce moment-là, et il continue encore aujourd'hui à monter des séries animées. Et son CV, c'est une chier d'œuvres cultes qui sont passées sur sa table de montage. Et je peux même citer Eisaku Inoue dans cette liste. Certes, j'ai beau détester personnellement sa vision artistique, surtout sur One Piece, mais ça reste un artiste à la patte reconnaissable, et les épisodes de la série animée qu'il a lui-même géré sont bien réalisés, malgré les protubérances mammaires des personnages féminins. Bon, on peut pas tout avoir. Ah, j'ai mal au dos, putain! Saleté de cara designer japonais! Clairement, les gars en charge du projet, ce ne sont pas des branques, et c'est pareil pour les animateurs et storyboarders. On l'a déjà abordé sur notre vidéo Attaque des Titans, le contexte de production a souvent plus d'impact sur la qualité finale d'un film que l'équipe créative en elle-même. Et à l'époque, Toei n'allait vraiment pas très bien. Alors oui, économiquement parlant, ça le faisait quand même, merci One Piece, Digimon, Ojami Doremi, mais au niveau qualité artistique, c'était pas joisse. En effet, depuis le début des années 2000, le studio produit des animés à la chaîne, et pas des petites productions de 12 épisodes. Non, 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 des animés fleuves qui durent, avec beaucoup trop d'épisodes. Et toujours genre 3 ou 4 films par an aussi par-dessus le marché. On est sur du flux constant, qui ne laisse aucune place à un quelconque recul créatif. Et forcément, avec ce contexte de production, la qualité des œuvres en pâtisse, même avec des artistes talentueux derrière. Et One Piece 8, c'est une victime de cette politique. Il a clairement été fait à la va-vite pour satisfaire un calendrier de sortie trop juste. Et du coup, le projet se ressent comme une réponse paniquée et improvisée face aux derniers échecs, entre grosses guillemets, des films précédents. On l'a déjà dit et montré, faire des remakes d'arcs de séries animées, c'est pas impossible. Mais ça demande bien plus de soin qu'on ne le pense. Ça en demande même autant qu'un film original. Mais ça, je pense qu'ils l'ont pas vraiment pigé. Et au final, je pense que ce film est le pire que j'ai vu de la saga One Piece. Et il pourrait
même être le pire film passé sur PEDG, je pèse mes mots. Et au final, on se retrouve au même stade qu'avant. La Toei va encore devoir trouver une nouvelle idée pour sortir la tête de l'eau. Et vous le devinez, la bonne réaction de ce studio face à ce semi-échec, c'était bien évidemment de faire un autre remake. Les fils de